En fait, moi, je suis né en 1968. Donc, j'ai grandi dans les années 70, début 80, avec quand même une idée assez forte et un peu triste que la révolution était derrière. Que l'époque des possibles était derrière, que l'époque de joie, de découverte, de transgression était derrière, que nos parents avaient finalement un peu tout fait. Donc cette période qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi une forme de nostalgie de quelque chose que j'ai pas connu. Et puis j'ai grandi dans dans un milieu où il y avait beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? D'intelligence et de légèreté, beaucoup d'ouverture d'esprit sexuelle et politique. Et quand je suis arrivé, moi, au lycée, quand j'avais 17, 18 ans, j'ai senti que c'était quelque chose qui allait disparaître. Et que de l'intelligence et la liberté, on allait plutôt passer à la bêtise et à l'enfermement. Et 30 ans après, on voit bien qu'on y est complètement. Donc, de plus en plus, ces années-là, que j'ai pas vraiment connues, excepté vraiment avec le regard d'un enfant, eh ben, elles sont restées comme une utopie. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'était moins bien que ce que je pensais. Mais il y a quelque chose d'un peu utopique. Et comme l'utopie, ça a toujours été quelque chose d'assez important pour moi dans l'idée du cinéma aussi, j'ai dû assez souvent les relier, soit en travaillant sur ce moment-là, comme dans le film sur Saint-Laurent, soit en y faisant référence, comme dans le pornographe, où c'est vraiment, c'est ça le sujet, quoi. C'est un fils qui dit à son père, vous avez tout fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qui nous reste? En fait, c'était un peu ça, c'est qu'est-ce qui nous reste? Et on voit bien qu'il nous reste de moins en moins de choses. C'est vrai que j'ai souvent parlé de la fin des années 70 comme la fin d'une époque, et les années 80 comme le redémarrage d'une autre. Euh, Parce que je pense qu'il y a une bascule à énormément d'endroits, euh, intellectuellement, politiquement, économiquement. Les années 80 qui ont pu être vécues comme l'apogée de l'hédonisme à un moment, avec beaucoup de légèreté, euh, d'insouciance, d'argent, d'idées, en fait, ont, à mon sens, marqué le début du déclin et quelque part le début du déclin de la pensée aussi. Hein. Et puis aussi le début d'un libéralisme qui a étouffé la pensée, la liberté, etc. Donc, moi, j'ai surtout parlé de ça en traitant le personnage de Saint-Laurent, dans le film sur Saint-Laurent, où, pour moi, les années 70, il y a encore de l'artisanat, les années 80, c'est l'industrie qui commence. Les années 70, il y a encore de la légèreté, et finalement, pour Saint-Laurent, les années 80, c'est le début d'une certaine lourdeur aussi. Donc voilà, je me suis servi de ce personnage pour essayer de raconter ce cap qui m'intéresse, mais que je pense qui est aussi qui est fondamental dans le monde moderne. C'est les années 80 entre une décennie qui ont vraiment transformé le monde. Euh, Beaucoup plus que ce qu'on peut le dire, je trouve. Après, c'est une drôle d'histoire, la censure. Enfin, il y en a plein de censures. Il y a en effet celle de l'État, il y a la censure personnelle, il y a la censure morale qui revient très fort aujourd'hui. Euh, Par exemple, dans les années jusqu'en 1975, il n'y avait pas la loi sur le film X, donc sur les Champs-Élysées, il y avait des films X qui faisaient des millions d'entrées et qui permettaient, par exemple, à des techniciens, moi j'en connais, hein, de faire une semaine un film pornographique, et puis la semaine d'après, ils allaient faire un film de Marguerite Duras. Sur l'un, ils étaient bien payés, l'autre beaucoup moins, mais voilà. Après, ils ont alterné entre le cinéma et la publicité. Enfin, il y a eu ce... Euh, la censure, c'est quelque chose... Enfin, ce qui est... Évidemment, il y a eu un long chemin à faire pour faire accepter des choses. Elles ont parfois été acceptées avec ou sans scandale, mais enfin, souvent avec scandale. Et puis acceptées. Et puis après, on est revenu en arrière. On est revenu en arrière sur les œuvres, mais aussi dans le monde. Enfin,
On voit bien aujourd'hui, un retour à la morale absolument terrible. Enfin, de choses qui étaient acquises, acceptées, qui ne le sont plus. Donc, une espèce de grand mouvement comme ça. Et puis, il y a une autre chose qui s'est ajoutée à ça, c'est évidemment Internet, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, que l'État ne peut pas contrôler, que la loi ne peut pas contrôler. Donc, ça a poussé à une censure encore plus forte pour dire, voilà, ça on ne peut pas contrôler, mais regardez, on fait quand même notre travail. Et tout ça se mélange beaucoup dans la tête des gens sur ce qu'on peut dire, pas faire, où est la morale là-dedans. On a vécu en France, par exemple, dans les derniers mois, des retours en arrière sur le cinéma, sur les visas, sur des choses comme ça qu'on ne pensait pas voir revenir. Bon, ben ça revient. Après, la seule censure qui compte pour moi, c'est notre censure à nous. C'est qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire, comment montrer, pas montrer. Oui, on peut tout dire, mais pas de n'importe quelle manière. Moi, quand j'ai fait, par exemple, le pornographe, j'ai eu 5 procès, euh, dont un au Conseil d'État. Et la nature du procès, c'était votre film est pornographique, parce qu'il y a des scènes non simulées, etc. Et tout le travail qu'on a fait pour se défendre, c'est de dire non pas qu'est-ce que l'image montre, mais qu'est-ce que l'image raconte. Euh, Quel est le sens même de la pornographie? Est-ce que c'est est-ce que c'est une image sexuelle ou est-ce que c'est une obscénité? Bon, donc là, on joue sur des débats d'idées, non pas sur une image pure. Euh, L'image pure, en soi, elle n'a pas grand intérêt. C'est comment elle s'inscrit dans une idée. Donc évidemment, on a gagné les 5 procès, mais enfin, c'est quand même assez choquant. Moi, je me souviens d'avoir été au Conseil d'État face à l'avocat qui m'attaquait et qui me disait en gros que j'étais sur le chemin du mal. Enfin, ce sont ces mots. Et on était en 2001. Donc, voilà, pour moi, c'était quand même assez choquant, ayant grandi dans les années 70, de pouvoir entendre une phrase comme ça. Je me souviens, il m'a dit, vous êtes encore jeune, vous pouvez rentrer encore sur le droit chemin. On avait l'impression que j'avais commis un crime, alors que je racontais l'histoire d'un homme vieillissant et qui essaie de se raccrocher un peu à certains idéaux, et j'essaie de raconter une époque comme ça. Bon. Euh, Après, moi, j'ai beaucoup réfléchi à comment filmer ces images-là, parce qu'on ne les filme pas n'importe comment. Bon, d'abord, on filme aucune image n'importe comment, mais il y en a sur lesquelles, en effet, il faut faire un peu plus attention. Donc, sur cette idée qui était qu'est-ce que le sens pornographique d'une image, je me souviens très bien quand on a tourné la scène, euh, la place de la caméra par rapport à la scène, j'ai mis très longtemps à la trouver. Euh, Si on était trop près, en effet, ça devenait un peu pornographique. Si on était trop loin, ça devenait un peu trop pudique pour des raisons pas très intéressantes. Donc c'était vraiment au centimètre près. On cherchait vraiment le bon cadrage. Et de la même manière au montage, je me souviens que c'était un plan assez long, mais s'il était plus court, il devenait presque plus excitant. C'était trop long, il devenait complaisant. Donc voilà, c'est trouvé à la seconde près, la bonne durée du plan, qui fait que tout d'un coup, il n'y a plus rien de pornographique. Parce que le sens de ce plan, bah, c'est autre chose. Ça, c'est difficile à expliquer face à des gens qui sont dans un retour de morale perpétuel, pour lesquels une image est une image. On ne lui donne pas d'intelligence, on ne lui donne pas de sens. Après, la notion de pornographie, elle est assez compliquée C'est un mot qui est utilisé un peu à tort et à travers. Moi, je sais même... Enfin, euh, la pornographie, elle est vraiment sur... Dans le pornographe, il y a une grande scène entre une journaliste et Jean-Pierre Léaud qui essaye de le pousser un peu dans ses retranchements sur la honte de son métier. Et lui essaie de remettre son métier dans un sens quasi politique, c'est-à-dire là où il a commencé, au moment où il a commencé, à l'époque où il a commencé, pourquoi il a fait ça. Euh, et globalement, de terminer sur l'idée que la pornographie, c'est l'obscénité, que lui, peut-être,
il filme des corps qui couchent ensemble, mais il n'est pas obscène. Et il sait pourquoi il le fait, c'est un travail. La pornographie, on la voit beaucoup plus aujourd'hui, par exemple, dans le monde dans lequel on vit, beaucoup plus que dans les images qu'on peut voir. Euh, L'érotisme, c'est vraiment autre chose. Alors là, on est sur quelque chose de plus... que je connais moins, d'ailleurs. Mais euh, il est censé ne pas avoir d'obscénité dans l'érotisme. Bon, c'est pour ça que on peut penser parfois que les années 80 sont plus pornographiques qu'érotiques et les années 70 plus érotiques que pornographiques. Mais là encore, on touche à des notions assez personnelles de la perception des choses. Euh, on a aussi banalisé les images pornographiques. Le fait de passer du cinéma à la vidéo et de la vidéo à Internet ont totalement banalisé la pornographie. Et moi, j'aime encore à penser que quand on referait une image comme ça au cinéma érotique ou sexuel, ça ne serait pas une image de plus. Ce serait une image quand même cadrée, pensée. Euh, mais la pornographie, c'est vraiment une manière de penser le monde, beaucoup plus que l'image qu'on en montre. Euh, Moi, j'ai toujours l'impression que les grands films transgressifs l'ont été presque contre leur gré, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un metteur en scène qui fait quelque chose parce qu'il le voit et que pour lui, il y a une évidence et que tout d'un coup, ça fait un scandale et que souvent, il en est le premier surpris. Évidemment, parfois, on cherche un petit peu. Hein. Pasolini a dit des choses très bien sur le devoir et le plaisir d'être choqué. Mais je pense que les vrais films transgressifs sont faits souvent un peu sans le savoir, sans forcément le chercher. Et puis après, la transgression, elle bouge au niveau du temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus transgressif parce qu'on va faire une scène pornographique, par exemple, ou parler d'une idée du désir, etc. Euh, voilà, ça a été fait. La transgression, aujourd'hui, elle est à un tout autre endroit. Elle est sur des idées, peut-être politiques, enfin, etc. Euh, Même s'il y a un retour en arrière moral, la transgression, elle est ailleurs. Celle-ci, elle a déjà été faite, en tout cas. Euh, alors, quand on revoit les films maintenant, il y a... bah, pour moi, alors c'est peut-être un des cinéastes les plus transgressifs qu'on ait eu en France, ce serait Eustache, qui n'a jamais montré une seule image pornographique, euh, se disant que la parole était plus forte que l'image. Mais la vraie transgression qu'il a prise pour moi, elle est aussi sur l'immense liberté. Ça peut être la liberté des durées de film, la liberté du ton. Euh, la liberté de ne pas forcément suivre le mouvement dominant, la liberté d'être souvent réactionnaire, ce qui était aussi une transgression à cette époque-là. C'est une transgression plus importante et enfin, qui m'a plus formé que bien des choses de cette époque-là. Euh, Évidemment, il y a des choses qu'on revoit maintenant qui sont très datées, qui se disent, bon, c'est pas grand-chose. C'était peut-être, ça a fait son petit effet à ce moment-là, mais là, c'est plus grand-chose. Donc, ça veut dire que finalement, ces films n'étaient pas si transgressifs que ça. Parce que les vraies œuvres transgressives, elles restent quand même transgressives, même quand le temps, même quand le temps passe. Mais je pense pas qu'il faille le chercher. Ça arrive un peu malgré soi. Euh, on peut chercher les limites de certaines choses, les pousser à certaines limites, ou quelque chose qui peut être transgressif aussi, c'est de rassembler deux idées en soi acceptées, puis que tout d'un coup, quand on les rassemble, ça fait une étincelle, ça en fabrique une troisième. Mais encore une fois, je pense que quand c'est ce qu'on cherche, ça peut faire un petit éclat, mais c'est pas très intéressant. C'est la transgression la plus importante, elle vient parce que quelque chose vous a dépassé, en fait. Euh, donc non, moi,
c'est pas ma manière de penser ou de chercher, en tout cas. J'ai l'impression que c'est tout de suite être en dessous de l'idée que de vouloir chercher ça. Je ne me rends pas compte si c'était nommé à cette période-là, comme ça, ou si ça a été nommé a posteriori, une espèce d'utopie comme ça. Bon. Moi, c'est vrai que si je pense à mes parents, ils m'ont dit cette phrase assez tôt. Hein, ils m'ont dit le monde s'est toujours construit en se disant qu'on allait laisser à la génération qui suit un monde meilleur. Et ils m'ont dit, pour la première fois, on va te laisser un monde moins bon. Voilà. Donc c'est juste un mouvement général. Je ne sais pas si à ce moment-là, on appelait ça de l'utopie. Après, la recréer, moi, ça a vraiment été le sujet de mon film de la guerre. Hein. C'était comment recréer ça. Puisque le monde ne l'accepte plus, faut-il recréer un monde? Voilà. Mais on peut appeler ça aussi une secte. Hein. C'est la limite. Enfin, recréer un monde à l'intérieur du monde. Mais beaucoup de mes films tournent autour de ça. La Polonide, qui est une maison close, c'est en 1900, c'est la recréation du monde à l'intérieur d'un monde. Saint-Laurent, il se recrée des mondes à l'intérieur du monde parce que la réalité ne l'intéresse pas, ou elle est trop violente, ou elle est trop moche. Même dans Nocturama, à un moment, la deuxième partie du film, c'est des gens qui recréent un monde dans un grand magasin, qui est une utopie aussi, un grand magasin, pour beaucoup de gens, que moi je trouve monstrueuse, mais monstrueuse au sens presque premier du terme, c'est-à-dire que c'est un monstre qui peut vous dévorer. Et c'est aussi le sujet de Nocturama. Mais il y a une idée utopique, quand on va dans un grand magasin, c'est la recréation d'un monde parfait. Tout est parfait. Donc voilà, on court après toujours une forme oui, d'utopie. Après, elle se déplace. Ce qui pouvait sembler merveilleux à un moment n'intéresse plus grand monde, et ce qui pouvait sembler monstrueux peut devenir un idéal chez certains. Moi, j'ai fait des analogies avec ça et le terrorisme aussi, en disant que, bon, ben voilà, c'était l'époque d'aujourd'hui, peut créer un désir de capitalisme et de terrorisme en même temps. Alors ça, on parlait de transgression tout à l'heure, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas cherché, mais c'est une idée qui a semblé transgressive pour pas mal de gens. Ben, en fait, comme je disais, la recherche de l'utopie, elle continue, c'est juste qu'elle se déplace, quoi. Je parlais du grand magasin parce que c'est le cas de mon dernier film, mais il y a des utopies totalement virtuelles aussi maintenant. Hein. C'est-à-dire qui ne se confrontent plus à l'autre, qui ne se confrontent plus au corps, à l'ouverture, etc., mais qui sont totalement renfermées, virtuelles, mentales. Alors moi, c'est quelque chose que je ne connais pas très bien, mais je vois bien que ça a beaucoup d'ampleur quand même. Mais évidemment qu'on est obligé de le chercher. Elle peut être aussi... elle peut être aussi dans une... il y a des grands mouvements comme ça de santé, bio, de nourriture. Ça devient de l'utopie pour certaines personnes, alors qu'avant on s'en foutait. C'était pas du tout... ça se déplace dans des choses plus acceptables, en tout cas. Plus cadrées, plus acceptables. Mais le virtuel, a pris une grande place dans les désirs utopiques. Pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que c'est vraiment pas ouvert sur l'autre. Voilà, ça c'est... Donc, c'est quelque chose qui sera toujours recherché, mais qui va se déplacer avec les outils et l'évolution du monde.